Attentat déjoué en Corse, c'est Émile Zuccarelli, le maire de Bastia, qui était visé. Jacques Chirac comme Lionel Jospin condamnent cette violence. La fièvre baisse entre les Verts et Lionel Jospin. Point de discorde, la politique française sur le nucléaire. Noël Mamère fait entendre sa différence, soutenue par son parti, mais la colère semble passer. Geste de solidarité à l'égard des pompiers new-yorkais et de leurs familles. Une délégation est arrivée à Paris à l'initiative de leurs collègues des Yvelines, tendre la main à ceux qui ont perdu l'un des leurs lors des attentats. Hollywood retient son souffle, la cérémonie des Oscars se déroulera dans quelques heures. Côté français, le fabuleux destin d'Amélie Poulain est 5 fois nominée, c'est une première, on croise les doigts. Enfin, la campagne présidentielle avec comme invité Alain Madelin. Madame, Monsieur, bonsoir. En Corse, le maire de Bastia a donc échappé la nuit dernière à un attentat. C'est un voisin qui a donné l'alerte, trouvant sur le palier d'Émile Zuccarelli une charge explosive. C'est la deuxième fois que l'ancien ministre est victime d'une tentative d'attentat. Émotion et indignation ce soir de la classe politique, celle notamment de Jacques Chirac, Lionel Jospin et de Jean-Pierre Chevènement. Reportage Jérôme Soulard. C'est une vraie bombe, une charge explosive de 250 grammes déposée cette nuit devant la porte d'Émile Zuccarelli. Attentat manqué de justesse grâce à la présence impromptue d'un voisin du maire de Bastia. Vers 1 heure ce matin, dans cette cage d'escalier, il est mis en joue par des hommes cagoulés. Libéré, il prévient aussitôt les services de police. Ces derniers arriveront juste à temps pour désamorcer une charge de gel explosif qui aurait pu faire de gros dégâts. Cette charge explosive placée devant la porte d'entrée de son domicile a été très certainement déposée là par 2 ou 3 individus cagoulés. Et bien entendu, il conviendra maintenant d'essayer d'identifier ces 3 individus. Émile Zuccarelli, qui il y a quelques jours soutenait sans détour Jean-Pierre Chevènement en campagne électorale en Corse. Chevènement déclaré indésirable par les indépendantistes. Mardi, le meeting électoral du candidat à la présidentielle avait d'ailleurs été perturbé par des manifestants. Portes défoncées, insultes et G2. Dans la journée, 5 attentats contre des gendarmeries étaient revendiqués par le FLNC. En 96 déjà, le domicile d'Émile Zuccarelli avait été la cible des indépendantistes. La charge cette fois avait explosé. Émile Zuccarelli a-t-il été victime de son soutien à la candidature de l'ancien ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement? La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de l'enquête. Ceci nous amène à cette explosion d'origine criminelle qui s'est produite sur le plus grand marché populaire de l'île. Il s'agit d'un engin artisanal qui avait été placé à l'intérieur d'une boucherie arabe. Fort heureusement, il n'y a que 4 blessés légers. Les mobiles de cet acte qui aurait pu tourner au drame sont incertains. Anne Mourgue, Patrick Wursterm. Quelques fils de cuivre reliés à une batterie de moto, voilà ce qui reste de l'engin explosif. Un engin artisanal de faible puissance, placé non loin d'une poussette d'enfant. Il est midi dans cette boucherie musulmane lorsqu'une détonation se produit. Une explosion, la vitre qui cassait. Bon, au début il y a la panique bien sûr. Et bon, de la fumée, les clients qui couraient un peu partout. La dame avait le temps de prendre son bébé dans ses mains. Et je sais pas, 1 ou 2 minutes après, moi j'étais au bout là-bas, à peu près. Et le feu s'est propagé. Donc prise de panique, les gens se sont bousculés. Juste après l'explosion, un homme a été aperçu s'enfuyant du magasin. Il n'a pas encore été interpellé. La boucherie est située au cœur du marché d'Oisem, un marché populaire très fréquenté le dimanche matin. Alors, règlement de compte, acte terroriste, les enquêteurs n'avancent ce soir aucune hypothèse. C'est forcément un acte isolé, le fait d'avoir posé la bombe. En revanche, les motifs, les raisons de cet acte, tout ça, nous n'avons pas d'éléments. Ce n'est pas la première fois que ce marché est visé. En octobre 1995, en pleine vague d'attentats islamistes, 3 hommes sont interpellés. Ils préparaient une bombe qui devait être déposée, ici même. À Marseille, acte de violence révoltant et gratuit. 2 hommes agressent un chauffeur de bus en l'aspergeant d'essence. L'homme n'est que légèrement blessé, mais de tels agissements ont soulevé l'indignation des syndicats qui ont déposé un préavis de grève. Juliette Merin, Benoît Jourdan. Par miracle, le chauffeur agressé n'a pas été blessé. Il a eu le temps d'enlever sa veste qui prenait feu. Mais ce nouvel acte de violence a incité les syndicalistes à réagir. Peut-être plus protéger le chauffeur, peut-être lui mettre une cabine. Même je sais, je suis chauffeur, même si ça déplaît à un moment donné d'être trop cloisonné. Mais une solution, il faudra la trouver parce que maintenant on est devant
un système où on ne sait plus ce qui va arriver. Alors, La violence est quasi quotidienne sur certaines lignes de bus à Marseille. Les effectifs de sécurité ont été multipliés. La direction n'a plus grand-chose à proposer. Devant ces actes gratuits sauvages, je crois qu'on peut dire vraiment sauvages, il n'y a pas grand-chose à faire. Malheureusement, on est un petit peu démunis aujourd'hui et je dois l'avouer un peu découragé. Mais la direction, comme je pense l'ensemble des salariés de la RTM. Demain donc, les bus resteront en dépôt. Une nouvelle grève qui amènera peut-être les usagers à prendre un peu plus les chauffeurs en considération. La solidarité française à l'égard des pompiers new-yorkais et de leurs familles en deuil. Une délégation d'une 50aine de personnes est arrivée ce matin à Paris. Elles ont été accueillies par des confrères des Yvelines qui souhaitent rendre hommage aux héros du 11 septembre. Diego Garcia, Édouard Perrin. Prendre de la hauteur, oublier ne serait-ce qu'un peu New York. Les cicatrices laissées par l'effondrement des tours jumelles ne se sont pas refermées pour ces familles endeuillées. Ce voyage en France les éloigne de leur quotidien sans papa, sans mari. Une arrivée saluée comme il se doit, les pompiers des Yvelines sont prêts à accueillir une 60aine d'invités heureux d'être enfin arrivés. Bienvenue, welcome. Tenez, voilà Suzanne. C'est elle ma nouvelle famille. Regardez la photo. Échange et partage, il n'aura pas fallu longtemps à ce bambin français et à cette petite américaine pour se rapprocher. Les familles sont épuisées, mais elles semblent heureuses de cette parenthèse française. Cette femme a perdu son mari dans la tour sud, celle qui s'est écroulée la première. Pour nous, il est important de connaître cette famille et de montrer à mes enfants que la chaleur humaine peut être partagée. Ils sont devenus des héros, mais à la base, je ne pense pas qu'ils cherchaient à devenir des héros, ils pensaient simplement à faire leur métier. Pour les pompiers des Yvelines, cette invitation est placée sous le signe de la solidarité. C'est vraiment une opération qui est partie du cœur et de l'amitié passée, 15-16 ans d'amitié, renouvelée à plusieurs reprises. Ça n'est absolument pas du marketing pour les pompiers. Courage, dévouement, la devise des pompiers pourrait s'enrichir d'un nouveau mot, générosité. Le congrès des Verts à Paris toute la journée. On a essayé de dédramatiser la colère de Noël Mamère après que Lionel Jospin ait déclaré que la France ne renoncerait pas au nucléaire. La brouille n'est que passagère, la tension est moins palpable. Les Verts viennent peut-être de trouver une occasion de faire entendre leurs différences sur un thème qui leur est cher. Alban Mikosi, Alexandre Cara et Patrice Hacher. Tous derrière Noël Mamère. Le Conseil national des Verts s'est achevé cet après-midi sur cette touchante image d'unité affichée. Au départ, les travaux devaient porter sur la présentation du projet politique pour les législatives. En fait, il fut beaucoup question du désaccord avec les socialistes sur le nucléaire. L'occasion pour Noël Mamère de repréciser ce qu'il fera au soir du premier tour. Je conseillerais à mes amis verts, c'est-à-dire je vous conseillerais à vous, mais vous ferez ce que vous voulez, de ne pas participer à un gouvernement qui tournera le dos à un des sujets essentiels pour nous. Une analyse validée par la direction des Verts, même si certains s'empressent de relativiser. Pour le second tour des présidentielles, il n'y a rien de décidé brutalement comme ça. Il n'y a rien d'irrévocable, tout est possible. Irrévocable, le terme choisi à dessein fait référence aux atermoiements de Noël Mamère avant qu'il ne soit désigné candidat des Verts. Cette agitation, en tout cas, ne bouleverse pas Lionel Jospin. Hier, dans les Landes, il avait exposé sa volonté de continuer à investir dans l'énergie nucléaire. Ce matin, sur Radio J, il a estimé que la cohésion de la majorité plurielle n'était pas remise en cause. Cette gauche plurielle reconnaissait qu'elle a gouverné pendant 5 ans sans me faire défaut. On est dans un premier tour. Donc, dans un premier tour, c'est la diversité des points de vue qui s'expriment. Et en plus, comme il s'agit d'une confrontation politique, elle ne s'exprime pas toujours en utilisant les compliments à l'égard des autres. Certains estiment même que ce désaccord pourrait profiter aux Verts en leur permettant de revenir sur un de leurs terrains d'origine, comme il y a quelques jours en Alsace, devant la centrale nucléaire de Fessenheim. Jean-Pierre Chevènement a été entarté cet après-midi alors qu'il se trouvait au Salon du Livre. Le candidat à la présidentielle victime de l'entarteur belge Noël Gaudin a entamé après une pause d'une demi-heure la séance de dédicace qu'il comptait faire. Voici ses commentaires. Pour un homme public qui n'a pas de fortune mais son image. Et ce qu'il doit sauvegarder, c'est son image. Je pense que c'est une atteinte
à son image. En plus, en période de débat électoral, donc c'est un acte qui vise à empêcher une expression démocratique sérieuse, solide, comme je m'efforce de le faire. Voilà. J'observe qu'il y a des choses plus graves qui ont été commises aujourd'hui, un attentat contre Émile Zuccarelli. J'observe que lorsque je me suis rendu en Corse, j'étais également en but à des manifestations violentes d'indépendantistes. Je dirais que bon, l'homme politique doit faire front à toutes les circonstances. Voilà. Ce soir, dans l'émission Le Grand Jury à RTL Le Monde, Arlette Laguier s'est mise à pleurer à l'évocation d'un ancien dirigeant de son parti, Lutte ouvrière, dirigeant mort récemment et enterré dans la discrétion. Nous l'écoutons. Excusez-moi, je suis très émue parce que Pierre Bois, il a beaucoup compté pour moi. Et j'ai du mal à supporter tout ce qui se dit autour de ça. Je vais me calmer, ça va passer, je bois un peu d'eau. Si on veut bien m'en donner, ce sera formidable. On va en apporter un. Donc, Comme chaque jour, nous vous proposons ces carnets de campagne qui ont pour vocation de donner la parole aux citoyens, le temps d'une traversée sur le lac de Genève, les commentaires de ces frontaliers qui vivent en France et vont travailler en Suisse. Agnès Melinier, Philippe Deslandes. Nous sommes au bord du lac Léman, côté français, à Évian. Des centaines de personnes vont prendre le bateau pour une balade au lever du jour, mais ne vous y trompez pas. Ce bateau pour eux, c'est comme le métro. Il les amène au turbin, au bureau ou à l'usine de l'autre côté du lac, à Lausanne, en Suisse. Va-et-vient incessant entre deux pays, la comparaison n'est jamais loin. Et en France, on n'a aucune qualité des débats. On joue beaucoup sur l'émotionnel, sur la dialectique, mais en réalité, on n'attaque jamais les débats de fond. Pas de débat non plus ici. Sur le bateau, tout le monde se connaît et la politique est un sujet qui fâche. Alors on évite. Quand on s'engage, c'est souvent à mots couverts. J'irai voter la première fois sans enthousiasme et certainement un vote contestataire. Et c'est la première fois de ma vie. Pourquoi ? Eh bien, pour toutes les raisons que vous voyez, vous ouvrez le journal pour la délinquance, pour l'insécurité et toutes les promesses qui n'ont pas été tenues. Sur son candidat, elle n'en dira pas plus. Une demi-heure est passée, c'est déjà l'arrivée à Lausanne. Chacun rejoint son travail. Un seul point commun, des salaires bien supérieurs à ceux qu'ils auraient en France, parfois jusqu'au double. Au retour, on se connaît mieux. Et puis la journée est finie, les langues se délient plus facilement. Maigret, parler de la remettre la peine de mort. On en parlait justement avant Vignier. On n'est pas contre, pas pour systématiquement, mais vous savez, pour certains délits, il ferait bien de la remettre. Enfin, il y a ceux qui, pour se faire une opinion, attendent des réponses bien précises des hommes politiques. Améliorer le quotidien des Français qui ne sont pas forcément favorisés. Un riche voisin, un environnement naturel privilégié, les frontaliers constituent une mini-société plutôt protégée. Comme obligés, le temps d'une élection, de se mêler au tumulte électoral. Vous avez jusqu'à lundi soir minuit pour envoyer votre déclaration de revenus. Cette année, la mise en service mieux rodée et mieux sécurisée de la déclaration sur Internet est déjà un succès. Et ce dimanche a certainement offert à de nombreux contribuables le temps de pianoter sur Internet sa télédéclaration, malgré quelques bugs dus à l'embouteillage des internautes sur le réseau. Amaury Guibert et Séverine Lebrun. Alexis a pris une bonne résolution pour sa déclaration de revenus. Cette année, c'est décidé, il fait ça sur Internet. Une solution qui séduit de plus en plus depuis sa mise en place il y a 2 ans. Peut-être un peu trop, car cet après-midi, il y a embouteillage sur le réseau. Le système est bloqué. Coup de téléphone au service d'assistance du ministère des Finances. Et là... Ah, c'est le comble. C'est-à-dire que vous travaillez pour ce site et vous vous dites, faites-le par papier. Bon. Non, mais vous faites bien de me le dire, quoi. Mais... Bon, le problème, c'est que je vous avoue que moi, ma déclaration papier, je comptais pas l'utiliser, quoi. Alexis retentera sa chance demain. 50 000 contribuables ont déjà réussi à envoyer leur déclaration en ligne. Sur 3 millions, c'est peu, mais cela a suffi pour bloquer le serveur de Bercy. Au ministère, on a déjà augmenté les capacités d'accueil et on promet de faire mieux l'année prochaine.
On va tirer évidemment tous les enseignements de la campagne de cette année et du succès que l'on voit démarrer. Internet, les impôts sur Internet, à l'évidence, ça répond à un souhait des Français. Donc on va mettre les bouchées doubles pour que l'année prochaine, on ait un confort de service qui sera encore meilleur. La déclaration en ligne, cela reste pourtant assez confidentiel. Comme tous les ans, ce sont les centres d'impôts et le traditionnel imprimé bleu qui ont rallié tous les suffrages. Internet n'a pas vraiment convaincu. J'ai déjà un certain âge, je ne me suis pas mis à Internet et maintenant, bon, je ne sais pas maintenant que je vais m'y mettre. Je sais que maintenant il y a en effet une possibilité de déclaration en ligne, mais je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication à ce sujet. Je m'interroge sur la fiabilité du dispositif en état actuel. Par Internet ou par courrier, toutes les déclarations arrivent dans un centre des impôts comme celui-ci. La dernière limite, c'est demain, minuit, mais la saisie a déjà commencé. Et demain soir à 23h20, dans Complément d'enquête, Benoît Duquesne pose la question « Ce que l'État fait de notre argent à propos des impôts ». Une nouvelle qui devrait faire plaisir à de nombreux consommateurs. Laurent Fabius, la semaine prochaine, devrait par décret fixer un cadre précis pour les frais bancaires en cas de chèque sans provision. Jusqu'à présent, il existait de grosses disparités entre les banques. Jean-Paul Chapelle, Amaury-Guibert. Pour les personnes les plus modestes, un chèque sans provision en fin de mois, c'est rarement une tentative d'escroquerie. Plutôt une difficulté de trésorerie. Les frais infligés par les banques ne font alors qu'aggraver la situation des foyers endettés. Pour un chèque en bois de 50 €, 328 francs, le gouvernement va donc réduire les pénalités à 30 € maximum, 197 francs, une mesure qui va dans le bon sens réclamée par les associations de consommateurs. Cela a été fixé à 30 € par virsi. D'après les éléments d'information, nous pensons que c'est un peu élevé, que demain, dans les pratiques bancaires, ces montants-là seront revus à la baisse. Chaque année, 2,5 millions de chèques sans provision sont libellés pour moins de 50 €. Aujourd'hui, les commissions bancaires peuvent atteindre 132 €. La mesure visant à limiter ces frais sera annoncée officiellement demain. À quelques semaines de l'échéance électorale, elle complète un dispositif contre l'exclusion bancaire très attendu. Ceux qui font l'objet d'une saisie sur leur compte pourront garder un solde minimum égal au RMI, un solde insaisissable. L'arrivée d'Hubert Védrine à Kaboul, une escale de quelques heures pour marquer le soutien de la France à l'Afghanistan. Le ministre des Affaires étrangères a évoqué le report du retour de l'ex-roi afghan Zahir Shah. Il ne s'agit pas d'une remise en question, mais d'un simple délai. Ce n'est pas un problème de principe, aura pu dire M. Védrine à la sortie de son entretien avec les autorités afghanes. Au Proche-Orient, la violence au quotidien pousse tant les Israéliens que les Palestiniens à vivre dans la méfiance mutuelle ou la peur. Mais heureusement, il existe des passerelles, comme ces médecins de l'État hébreu qui ont décidé de venir secourir les populations palestiniennes qui n'ont pas accès aux soins. Vincent Nguyen, Philippe Ludzier. La scène se passe en zone palestinienne sous contrôle israélien. Hé, vous, on ne passe pas. Des villageois veulent aller à l'hôpital en ville, mais on leur interdit. Des médecins israéliens prennent leur défense. Pourquoi ce bébé ne peut pas aller à l'hôpital? Ils disent qu'ils vont chez le docteur. Ils reviennent avec des gros sacs. S'ils veulent faire des courses, qu'ils les fassent dans leur village. Ces médecins militent pour les droits de l'homme. Chaque week-end, ils se rendent dans un village palestinien pour y offrir consultations et médicaments. Toute la zone est assiégée. Personne n'a le droit de sortir du village pour se faire soigner. À Kalkilia, Naplouse. La salle d'attente de ce dispensaire d'un jour est bondée. Personne n'a vu de médecin depuis 2 mois. Aujourd'hui, 8 généralistes et spécialistes sont là pour eux. Premier réflexe de cet homme, montrer ses papiers. On n'a pas besoin de vos papiers. On travaille avec notre cœur. On est médecins. Manifestement, les villageois n'ont pas l'habitude de ce genre de rapport avec les Israéliens. Et les enfants sont les premiers surpris. Une puéricultrice essaie de les amuser, mais cette femme qui parle hébreu en souriant leur fait peur. Ils s'en méfient. Leur regard ne trompe pas. Ça m'attriste beaucoup. Gagner leur confiance devient de plus en plus difficile. Ça, par exemple, ça ne m'est jamais arrivé auparavant, qu'un gamin soit, vous voyez, agressif. D'un côté, ils nous soignent, de l'autre, ils nous tuent, résume cette Palestinienne. Les médecins de cette organisation le disent sans détour, l'attitude d'Israël leur fait honte. Ils sont contre l'occupation des territoires et pour le dialogue. Il y a une manière de négocier avec les gens, de les rencontrer, de parler. C'est juste une question de bonne volonté. Ce villageois exprime sa gratitude, mais demande aussi aux médecins de témoigner auprès des leurs de cette situation intenable. Assurément, ils le feront.
Le but de ces médecins n'est pas seulement humanitaire, il est aussi politique. Ils reprochent au gouvernement d'Israël de ne pas respecter les droits de l'homme dans les territoires. Ils veulent montrer aux Palestiniens et au monde entier que tous les Israéliens ne partagent pas les opinions d'Ariel Sharon. Après la manifestation sans précédent hier à Rome, près de 3 millions de personnes dans les rues, nous avons voulu mieux comprendre ce qu'était ce front anti-Berlusconi composé largement de la gauche italienne, en question la politique sociale du gouvernement, mais pas uniquement. Isabelle Stess, Dominique Merlin. C'était à la veille des élections. En direct à la télévision, l'entrepreneur Berlusconi signait son contrat avec les Italiens. Il s'engageait alors à quitter le pouvoir s'il ne respectait pas ses promesses. Aujourd'hui, le patron de l'Italie fait face à une contestation sans précédent menée par le syndicaliste Sergio Cofferati, nouveau leader d'une gauche affaiblie et sans figure charismatique depuis sa défaite électorale. La bataille symbole hier à Rome sur le droit au licenciement est aussi une façon de dire au chef du gouvernement qu'on ne gère pas un pays comme une entreprise. C'est un politicien improvisé, il ne sait pas ce qu'il dit. Et le plus triste, c'est que ses alliés disent toujours oui, oui. Pas à la ligne politique de Berlusconi, parce qu'il n'en a pas, mais aux intérêts judiciaires et financiers de Berlusconi. C'est également autour d'intellectuels comme Nanni Moretti que se cristallise la résistance de la base qui depuis un mois organise des rondes. Autour des palais de justice ou de la RAI, la télévision publique, dirigée par des alliés de Berlusconi, déjà patrons de chaînes privées, première fortune du pays, et dont les lois comme la dépénalisation du faux bilan servent les intérêts personnels. Les terroristes doivent savoir qu'ils n'arrêteront pas les réformes, qu'ils n'arrêteront pas le changement, qu'ils n'arrêteront pas l'action de ce gouvernement. L'assassinat d'un collaborateur de son gouvernement n'a pas affaibli Silvio Berlusconi, fort d'une large majorité silencieuse. Mais en 1994, c'est une manifestation de masse, comme celle d'hier, qui avait déstabilisé son gouvernement jusqu'à la chute. En ce dimanche des Rameaux, le pape Jean-Paul II, extrêmement fatigué, n'a finalement pas célébré lui-même la messe, mais il a prononcé son homélie devant plusieurs milliers de fidèles pour ce début de la Semaine Sainte avant Pâques. Comme chaque année, le traditionnel pèlerinage de Chartres pour le dimanche des Rameaux. Près de 3000 jeunes sont partis hier de Paris, l'occasion de se retrouver dans la foi, une histoire de religion qui est la leur, celle de jeunes qui ont une vingtaine d'années. Frédéric Vion, Alexandre Delaval. À première vue, on pourrait croire que c'est une rêve party qui se prépare. Les jeunes et les sacs à dos sont bien là, sauf qu'il est 7 h du matin, que nous sommes à Notre-Dame de Paris et qu'une fois entrés dans l'église, leur musique, la voici. Ils sont en tout plus de 3000, âgés pour la plupart de 20 à 25 ans. Pour eux, ce pèlerinage de Paris à Chartres représente un rendez-vous annuel très attendu. Souvent, ces étudiants consacrent tout leur temps à leurs cours. Pendant tout un week-end, celui des Rameaux, c'est donc l'occasion pour eux d'ouvrir une parenthèse de spiritualité et de réflexion. Dans la vie, on a tendance à vivre à 100 à l'heure en permanence. Et de temps en temps, il faut dire non, là j'ai envie de faire autre chose, de penser à Dieu, de penser peut-être à moi aussi, de prier. Prier et surtout prier ensemble. Dans la vie de tous les jours, même s'ils se réunissent au sein des aumôneries, les jeunes croyants se sentent parfois un peu isolés. Leur pèlerinage leur permet de discuter de leur foi avec des chrétiens de leur génération. Je trouve qu'on se découvre soi-même et qu'on découvre les autres et c'est super intéressant quoi. C'est vraiment quelque chose comme une fusion quoi, je sais pas. C'est fort parce qu'on prie tous ensemble, je veux dire, on est tous là pour la même chose, vers un but et c'est fort. Enfin je sais pas, je trouve ça fort. À la veillée, retour à des nourritures plus terrestres. La nuit sera longue et le bivouac spartiate. Ce n'est que dans l'après-midi du dimanche, après 30 km de marche, qu'ils arriveront enfin à Chartres. Le but de leur voyage, la fin de la parenthèse. Cette fois-ci, c'était au tour des motards parisiens de manifester leur colère dans les rues de la capitale. Ils protestent contre les équipements qu'ils jugent extrêmement dangereux pour les deux roues et qui sont installés sur les routes. Un cortège composé de plusieurs centaines de motards qui se sont retrouvés sur l'esplanade du château de Vincennes pour ensuite circuler dans Paris. À Paris, où le soleil était au beau fixe, un air et un parfum de printemps. Reportage sur les bords de la Seine, Laetitia Legendre, Jean-Yves Blanc. Flâner au bord de l'eau en plein Paris, comme un air de vacances. Vélo, roller, poussette, aujourd'hui, tous les moyens étaient bons pour profiter son petit rayon de soleil. Les blousons sont encore de sortie, mais les promeneurs retrouvent tout de suite leurs instincts de vacanciers.
du roller, pour s'amuser, pour voir les gens, le bonheur quoi. C'est sympa, regardez, tout le monde rigole, tout le monde, sans se connaître, on se parle, c'est très agréable. C'est dommage que c'est comme ça, c'est pas comme ça tous les jours, même dans le métro. Cet après-midi, tous les amateurs de roller s'étaient donné rendez-vous pour fêter dignement la réouverture chaque dimanche des voies sur berge aux piétons. Parmi eux, beaucoup de débutants qui ne maîtrisent pas toujours les subtilités de l'équilibre. Très peur, j'ai peur des descentes. C'est ma grande première. Se mettre dans le rythme et voilà. C'est plus sécurisant, il n'y a pas de voiture et c'est beaucoup plus facile. Quelques mètres plus haut, l'ambiance est beaucoup moins festive. Paris devrait être interdit à la circulation les dimanches ensoleillés. Je fais du vélo mais je vais dans les bois, je vais en forêt de Fontainebleau, au bois de Verrières. Moi là on est dimanche, malheureusement il y en a, je bosse. Alors bah voilà, je suis dedans, quoi, super. Pendant ce temps-là je brûle du gasoil, c'est pour l'écologie, ça pollue. Allez, un dernier coup de patin, une petite sieste, histoire de savourer jusqu'au bout les premières heures de chaleur, de plaisir, de bien-être, tout simplement de profiter de la vie autrement. En Irlande, 17 baleines sont venues s'échouer et mourir sur la côte est du pays. Ces mammifères seraient tombés malades en mer, encadrés par une vingtaine d'autres baleines qui les ont accompagnés jusqu'au bord des plages. Les habitants ont tout fait pour tenter de les aider à reprendre le large, l'une des baleines étant coincée dans les rochers. En biathlon, le Français Raphaël Poiré vient de remporter pour la 3e fois consécutive la Coupe du Monde de biathlon. Raphaël Poiré, médaillé de bronze et d'argent à Salt Lake City, s'est imposé aujourd'hui à Oslo dans l'épreuve du 15 km départ en ligne, ce qui lui a permis de décrocher le globe de cristal. La cérémonie des Oscars se déroulera dans quelques heures à Hollywood, mesure de sécurité renforcée pour que la fête ne soit pas gâchée. Parmi les favoris, Le Seigneur des Anneaux, Un homme d'exception ou encore Moulin Rouge avec Nicole Kidman. Côté français, 5 nominations pour Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est une première dans l'histoire du cinéma français et toute l'équipe du film, bien sûr, a fait le voyage pour l'occasion. On croise les doigts. Pascal Deschamps, Bernard Connor. Depuis 3 jours, la tension monte dans la Cité des Anges. Les nuits hollywoodiennes brillent des mille feux de la fête qui se prépare. Des nuées de stars comme Sharon Stone, volettes de cocktails en réception privée. Elles y croisent de jeunes actrices françaises à peine débarquées de l'avion et encore tout étonnées d'être là. Non, moi ça me fait plaisir, hein. J'ai pas d'angoisse parce que j'y vais vraiment en touriste. Pour le coup, je suis contente juste, je sais pas, de partager ça avec monsieur. C'est la première fois de votre vie que vous venez aux Oscars. Ah bah oui, et certainement la dernière, c'est pour ça que je suis là. Depuis 3 jours, on s'active sur un Hollywood Boulevard transfiguré. C'est dans ce théâtre flambant neuf que se déroulera une cérémonie sous haute surveillance. Avant de fouler le tapis rouge, ni Brad Pitt, ni Nicole Kidman, la vraie, n'échapperont au portique de sécurité dissimulé dans cette immense tente. Depuis 3 jours, les pronostics vont bon train sur l'un des enjeux symboliques de cette édition. Hollywood récompensera-t-elle enfin une actrice noire? Dans le camp français, on savoure les 5 nominations d'Amélie Poulain, une fabuleuse exception culturelle. This is the story of Amélie Poulain. Son film a beau être couvert de prix et un inattendu succès commercial aux États-Unis, Jean-Pierre Jeunet ne se berce pas d'illusions. Après une année incroyable d'Amélie, avec tout ce qui s'est passé, lundi ça sera fini, on peut penser au prochain, mais alors cette cérémonie on va se la prendre bien. Et si jamais on gagnait un truc, mais franchement je ne pense pas qu'on gagnera parce que c'est déjà bien d'avoir été invité, c'est déjà bien. Si jamais on gagnait un truc en plus, tant mieux, je serais ravi, hein. Je serais ravi d'avoir le petit bonhomme doré, chauve. Parmi les 4 autres réalisateurs étrangers en compétition, un Norvégien, un Indien, un Argentin et le Bosniaque Danis Stanovic pour No Man's Land. Sur les 5000 membres de l'Académie des Oscars, seuls ceux qui ont vu les 5 films ont le droit de voter dans cette catégorie et ils ne sont pas nombreux, 500 tout au plus. À l'intérieur de ces 500 consciencieux, un petit groupe plus motivé que les autres peut faire pencher la balance du côté d'un outsider. Comme dans les meilleurs ou les pires scénarios hollywoodiens, le suspense va donc durer jusqu'à la toute dernière seconde. La lecture à l'honneur avec le Salon du Livre qui se tient actuellement à Paris. Parmi les nombreux ouvrages présentés, il y en a un qui a retenu notre attention, c'est ce livre sur Mozart, destiné aux enfants, écrit par un illustre inconnu, une histoire de famille que nous racontent Geneviève Moll et Bernie Mériot. Salzbourg, jolie petite ville d'Autriche, se réveille toute revêtue de blanc. Il a neigé cette nuit, à la grande joie des enfants. On glisse, on tombe, on rit, on bataille. Justine a 8 ans. Parce qu'elle voulait savoir qui était Mozart, son père, coiffeur à Liège en Belgique,
lui a écrit une biographie du compositeur accessible pour elle. Mais quel rapport entre ciseaux et stylo? Aucun. Aucun. C'est deux parties de vie différentes. Dans son salon réputé, personne n'imagine la double vie de Christophe. Bien que chacun connaisse l'existence de Justine, qui est présente partout, il n'a rien dit à ses clientes. Non, je n'ai pas au courant. Elle ne dit pas au courant du tout? Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout au courant non plus. Pourtant, il a passé 3 années à vivre une double vie. Car le soir, il étudiait, il écrivait. Avec difficulté, il n'est pas un écrivain. Je pense qu'il faut surtout avoir des idées, une conviction, un choix de travail, une procédure de travail. Et puis là, apparemment, on peut composer un livre. Certes, mais quel travail et quelle obstination. D'autant qu'il voulait des illustrations précises qui décrivent avec exactitude la vie de Mozart. Et c'est à Prague qu'il a trouvé Sergei Goutan. Moi, je travaillais en solitaire à Liège en imaginant les dessins. Je faisais traduire en russe chaque planche avec chaque scène que je voulais. J'apportais une documentation bien précise du dessin. Et puis je prenais l'avion régulièrement, aller le voir et lui commander le travail et discuter ensemble de chaque planche. Évidemment, je l'ai soutenu dans son idée. Je pense que c'était vraiment une passion surtout. Puis il a fallu chercher un éditeur qu'il a trouvé au Québec. Voilà comment Justine peut rêver dans les pas de Mozart, qui est venu à Liège alors qu'il avait son âge. Une histoire si belle que Francis Huster a tenu à préfacer le livre. Pour Justine. Et le Salon du Livre était aujourd'hui le rendez-vous des candidats à la présidentielle. Nous vous l'avons dit en début de journal, Jean-Pierre Chevènement, venu dédicacer son ouvrage, a été entarté. La journée a été plus calme et heureusement pour les autres politiques comme Alain Madelin, qui est notre invité dans un instant. Mais d'abord, place au reportage. Laurence Stolazza, Christian Gallet. Dans la guerre de l'édition politique, il y a d'abord les vedettes, 320 000 exemplaires. Vous allez voir si votre livre est bien exposé? Évidemment. Vous êtes vigilante là-dessus? Je trouve que dans l'ensemble, il a assez bien marché. Alors, je pense qu'il est très bien présenté, il n'y a pas de raison. Pas de souci, sa conversation est en première place. Le stand est assailli, service de sécurité débordé, caméras consignées derrière les barrières. Ok, merci. De quoi faire des jaloux parmi les postulants à l'Élysée. Jean-Pierre Chevènement a vendu 10 fois moins d'exemplaires. Mauvais joueur. Je suis moins souvent à la télévision qu'elle, peut-être. Duo inattendu chez le même éditeur. Un jeune candidat révolutionnaire et un ancien juge en quête de parti. Ça donne... Est-ce qu'il y a eu des discussions entre la LCR et Eric Alphen? Écoutez, on va discuter. Là, maintenant, là. La discussion va commencer. Plus habitué aux maisons d'édition, le candidat vert qui découvre les mini-livres et ne peut s'empêcher d'ironiser. Le problème, c'est qu'à mon âge, sans lunettes, c'est difficile de lire. Au café littéraire, Alain Madelin et Marc Jolivet devisent comment allier culture et libéralisme. Si Berlusconi est moderne, non. Pour moi, Berlusconi, c'est le pire du pire. C'est l'ultralibéralisme. C'est ce que vous défendez. C'est ce que vous défendez, l'ultralibéralisme. C'est un mec qui tue la culture. Alain Madelin n'a rien à vendre, pas de livre en tout cas, ce qui n'exclut pas la lecture. Et en ce moment, votre livre de chevet, c'est quoi? Je relis Harwell, Curtis, qui nous invitent les uns et les autres à avoir un peu plus confiance en nous. Là, bonsoir. Peut-être un mot de réaction, Jean-Pierre Chevènement, victime d'un entarteur. Vous y voyez davantage qu'une anecdote dans la campagne? Vous me permettrez, si je dois avoir une réaction, d'avoir beaucoup plus une réaction contre l'attentat qui visait un de ses amis en Corse. Celui-ci me paraît grave, sérieux et mérite d'être pris au sérieux par le gouvernement. Donc vous ajoutez votre indignation à celle des autres politiques? Tout à fait. Lorsque Chevènement était en Corse, j'avais moi-même trouvé indigne l'attitude de certains milieux indépendantistes qui prétendaient lui interdire de tenir réunion en Corse. Nous n'avons pas du tout les mêmes idées, Jean-Pierre Chevènement et moi, mais il doit pouvoir s'exprimer. Alors, de façon claire, presque comptable, j'ai envie de vous demander évidemment où vous en êtes de ces signatures de parrainage. Je n'avais pas encore réuni les 500 signatures, ou plus exactement, elles n'étaient pas parvenues au Conseil constitutionnel il y a 2 ou 3 jours. Je suis néanmoins très confiant puisque j'avais réuni plus de 600 promesses sûres et il faut le temps qu'elles arrivent au Conseil constitutionnel. Est-ce qu'elles seront toutes tenues ces promesses ou est-ce que certains se sont déplacés sur d'autres candidats? Je pense qu'elles seront tenues, donc mes amis qui m'ont donné leur signature, dépêchez-vous de les envoyer au Conseil constitutionnel, mais je crois que derrière cela, ça révèle un système qui est quand même un système malsain.
Hein, je veux dire, c'est clair que le filtre qui avait été imaginé autrefois pour empêcher des candidatures un peu folkloriques ne fonctionne plus. La preuve, c'est qu'on voit M. Le Pen, on peut ne pas être d'accord, mais qui représente un grand courant de la politique nationale, semble-t-il être empêché, et on voit 3 candidats trotskistes. Donc ça ne marche pas. Alors, Jacques Chirac, il y a quelques instants, affirme que pour sa part, il pense qu'il n'y a pas de pression pour empêcher les maires de donner leur signature à Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous partagez cette opinion? Écoutez, je n'en sais rigoureusement rien, mais il me paraît normal que les grands courants de pensée, même qu'ils puissent s'opposer dans cette élection présidentielle. Et le Front National constitue un de ces grands courants de pensée. Alors, sans faire de religion des sondages, ceux qui paraissent aujourd'hui, qui sont parus hier, d'abord pour les extrêmes, donnent à peu près 12% à Jean-Marie Le Pen, 8% aux alentours de 8% à Arlette Laguillet. Ça veut dire qu'en totalisant ces 2 chiffres, la France des extrêmes est plus haut que 20%. À qui la faute? Et est-ce que vous n'avez pas vous-même votre propre part de responsabilité? Je pense que cette campagne est sur le fond tout à fait consternante. C'est un grand rendez-vous démocratique, quand même, première élection présidentielle de la France du nouveau siècle. On a tellement de retard, tellement de réformes à faire, donc j'attendais un vrai débat. Et pour l'instant, ce débat n'a pas eu lieu. Il a été étouffé, escamoté par quelques postures et par, au fond, le duel dominant de la cohabitation du Premier ministre. Est-ce que ça explique que M. Le Pen ou Arlette Laguillet puissent à ce point faire le plein des votes protestataires? Parce que quand vous n'avez pas de campagne sur le fond, quand on passe directement au 2e tour, en faisant l'économie du débat du 1er tour, des vraies réformes dont notre pays a besoin, eh bien ceci nourrit le vote contestataire et protestataire. C'est absurde, parce que ce vote, c'est un vote stérile, c'est un vote inutile. Alors que moi, je souhaite représenter dans cette élection présidentielle un vote utile, c'est-à-dire le choix des grandes réformes modernes, audacieuses, que l'on fait partout autour de nous en Europe, dont la France a besoin et que je suis le seul à présenter. Dire, pourquoi n'êtes-vous pas écouté, M. Madeleine? Si je regarde les sondages, ils ne sont que des sondages, mais vous êtes crédité de 3-4%. En même temps, vous aviez envie de faire campagne à droite, et finalement, on a le sentiment que Jean-Marie Le Pen est en train, en tout cas de façon supposée, prendre un certain nombre de ses voix. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité? Non, je ne pense pas qu'il y ait concurrence entre Jean-Marie Le Pen et moi, mais simplement, il faudrait qu'il puisse y avoir un débat de 1er tour, projet contre projet. C'est cela mon atout. Je crois que ces réformes modernes, on ne pourra pas les réaliser avec Jospin, parce que nous voyons bien que Jospin est prisonnier de ses alliés. Vous voyez le sujet sur les Verts, vous voyez bien qu'il est aussi ligoté par les gros bataillons syndicaux qui le soutiennent et qui sont ceux de l'immobilisme. Ces réformes, elles peuvent se faire par ceux qui refusent l'avenir socialiste. Et donc, mon utilité à moi, c'est de libérer l'audace et le courage de la droite et de peser, en quelque sorte, dans la balance d'une nouvelle majorité. Qui, en France, défend l'entreprise et les entrepreneurs. C'est la clé du plein emploi. Les PME, les très petites entreprises, les commerçants, les artisans, les professions indépendantes, aujourd'hui elles n'en peuvent plus, elles ont besoin d'être libérées, de libérer leur travail, libérées d'un certain nombre de contraintes pour retrouver le chemin du plein emploi. Qui parle de mieux récompenser le travail et l'effort par une vraie réforme fiscale, gagée par la baisse des dépenses publiques, elle-même qui met fin au gaspillage de l'État et par la réforme de l'État. Je suis un peu seul à dire cela. On sent votre détermination. Donc il faut que le débat s'engage. Et je pense qu'il va s'engager. Vous aviez dit, M. Madeleine, vous-même, en fait, la campagne commencera quand les projets de Jacques Chirac et de Lionel Jospin seront sur la table. Ils sont sur la table. Vous n'avez toujours pas bougé, vous, dans les sondages, et le débat ne vous satisfait toujours pas. Mais apparemment, il ne satisfait pas non plus les Français, puisque 3 Français sur 4 n'ont pas vu tellement la différence, à tort ou à raison, entre les 2 projets. Donc tout se passe comme si nous étions encore mentalement dans le second tour de l'élection présidentielle, pas encore dans le 1er tour, mais ce débat du 1er tour, il faut qu'il ait lieu, il aura lieu. Au 1er tour, on dit ce que l'on a envie. Au 2e tour, on dit ce dont on ne veut pas. On dit que vous le dites avec conviction. J'ai envie de vous poser une dernière question très rapidement. En 95, vous aviez écrit, j'ai vu ça, un livre qui s'appelait « Quand les autruches relèveront la tête ». 97. 97, c'est toujours pas fait? Ah bah plus que jamais c'est nécessaire. Plus que jamais le chemin des réformes est nécessaire. Je suis un peu triste parfois de voir la France, en Europe, faire réforme à part.
Merci d'avoir répondu Merci. à nos questions. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, 20h50, votre film Juste Cause avec Sean Connery. 23h30, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain à 7h40, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jean Saint-Josse. 13h, le journal présenté par Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.